Bienvenue à la messe médiatique, une messe que je dédie aux chrétiens du monde entier qui fêtent ou célèbrent aujourd'hui la résurrection de leur frère aîné Jésus-Christ. La messe va se dire autour de 4 évangiles bien fouillés, à savoir les tractations pour une sortie de crise politique au Togo, l'installation des comités de base du parti UNIR, une polémique née de la désignation de Corvier comme chef-lieu de la commune de Zio 2 et la grogne sociale. Après un mois de suspension, le dialogue pour une sortie de crise au Togo a repris sur fond de concession ou de capitulation, à en croire les uns et les autres. Suivez attentivement ces analyses de la presse et vous me direz si les lignes ont bougé ou non. Longtemps campé sur sa position de retour à la Constitution de 1992, l'opposition togolaise revoit sa copie et revient avec une nouvelle proposition de sortie de crise. Fait observer Tingo Tingo, pour qui l'opposition a mis de l'eau dans son vin. Cependant, apprend-on de Dunia Le Monde, les différents protagonistes de la crise n'arrivent pas à accorder leur violon sur certaines dispositions de la Constitution de 1992. Selon le journal, alors que des avancées notables ont été enregistrées dans le cadre de l'arrêt du processus électoral en cours, la coalition des 14 se montre flexible sur 47 des 52 et se focalise sur 5 qui sont des dispositions essentielles. En tout état de cause, poursuit le journal, la coalition de l'opposition rejette la candidature de Faure en 2020 et appelle à une transition politique. Grande concession du C14 au dialogue politique. Le pouvoir de Faure pris à son propre piège, fait remarquer The Guardian. Fidèle à sa politique manœuvrière, l'opposition togolaise, après avoir abandonné son utopie d'un retour à la Constitution de 1992 dans sa formule originelle, vient faire croire à qui veut l'entendre qu'elle empêchera Faure Gnassingbé de se présenter aux élections de 2020. Et ce ne sont pas les grands penseurs et philosophes comme Magloire Kwakuvi qui diront le contraire. En criant haro au marché de dupes auquel les Togolais assistent, Kwakuvi trouve que l'histoire politique lointaine et récente du Togo finit par convaincre même des personnalités qui, traditionnellement, prennent souvent position contre le régime en place, que finalement, c'est l'opposition qui ne prêche pas une parole de vérité. Elle continue malgré tous les revers qu'elle a connus à faire des promesses qu'elle n'a jamais réussi à tenir, a martelé Kwakuvi Magloire, relayé par le journal. Pour le Messager, c'est trop de bruit pour rien autour de la candidature de Faure Gnassingbé. Dans un pays comme le Togo, qui a une histoire toute particulière, fait observer encore Togo Matin dans une autre parution, il est clair que l'alternance ne peut pas se faire sur un coup de tête. Selon Maître Jean Yaouvi Degli, qui s'est confié au même journal dans sa 4e parution de la semaine, on ne peut pas parler d'un retour absolu à la Constitution de 1992. Renoncement au retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle par l'opposition, capitulation ou stratégie politique, se demande le changement. Selon Focus Info, il s'agit bel et bien d'une capitulation de l'opposition. Selon Flambeau des démocrates, les avancées enregistrées en termes de concession sont les fruits de la méthode de Dankwa Nana Akufo-Addo. Selon le dialogue, la coalition est en train de faire une fixation sur la candidature de Faure Gnassingbé en 2020.
une posture qui, selon le confrère, risque d'exacerber la crise. Le pouvoir lâche le processus électoral, mais les désaccords demeurent profonds, fait remarquer le libéral qui parle de dialogue de sourds. Selon le même journal qui semble abonder dans le même sens que Focus Info, la renonciation de la coalition au retour à la Constitution de 1992 n'est nullement une concession, mais un aveu d'échec, donc une capitulation. En aucun cas, la coalition des 14 n'acceptera la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Martel Actu Express pour qui les discussions achoppent sur un 4e mandat du champion de UNIR. L'éveil de la nation est pessimiste à l'aboutissement du dialogue si la coalition des 14 continue pas à prêcher pour des élections en 2020 sans Faure Gnassingbé. Selon l'Indépendant Express, la coalition est favorable à une transition mais ne veut pas de Faure Gnassingbé en 2020. Car, dit-il, Faure Gnassingbé en 2020 c'est gâché. Abondant dans le même sens, Liberté trouve que Faure Gnassingbé doit préparer sa sortie en changeant de discours et d'actes. Il est le seul à pouvoir faire le choix de sortir par la grande porte ou par la petite porte, a déclaré Brigitte Adjamagbo Johnson, reprise par le même journal dans une autre parution. Selon le président du net, Jerry Tama, relayé par Togo Matin, se focaliser sur Faure Gnassingbé est une grave erreur pour l'opposition. Pour Ouattara les vainqueurs, l'abandon du retour à la Constitution de 1992 dans sa forme originelle est une concession malicieuse de la coalition de l'opposition. Nouvelle Opinion demande à Fabre et à ses amis de mettre fin au dilatoire pour proposer des choses réalistes et réalisables. Car, dit-on, à force de vouloir ce qu'on ne peut pas avoir, on finit par avoir ce qu'on ne veut pas. Quel sacrifice la coalition est-elle prête à faire au juste dans cette histoire, se demande un Togolais lambda cité par la symphonie qui trouve que la coalition des 14 est surprise par la énième concession du gouvernement. Togo Réveil parle de la suspension du dialogue pour une deuxième fois à cause des caprices de la coalition. Les processus électoraux suspendus, mais le dialogue encore renvoyé à une date ultérieure. Fait observer Forum de la semaine, selon qui le dialogue est suspendu, mais les consultations bilatérales continuent avec UNIR. Reprise des ultimes consultations bilatérales à Accra. En attendant le fiasco ou le salut, lance le tonnerre. Pour une sortie de crise, la dépêche demande à Faure et aux 14 de signer un compromis historique. Akufo peut préparer repas au Ghana, mais au Togo, il est trop petit, conclut humoristiquement Sika. Merci d'avoir suivi attentivement tout ce film. Vous avez alors tiré vos conclusions, mais nous allons tirer les nôtres ici. Et ici, nous avons deux confrères pour nous aider à décrypter ces titres. À gauche, Mouchoud Boukari, directeur de publication du journal Koza Média qui nous vient tout droit de Kara. Merci. Bonjour Mouchoud. Bonjour chers confrères et bonjour à toutes et à tous vos auditeurs et surtout téléspectateurs. C'est pour moi une très grande joie de renouer avec la TV2. Que Il n'y avait pas de rupture quand même. Il n'y avait pas de rupture, mais entre-temps, il y avait eu... j'ai perdu tout un temps à ne plus apporter mon son de cloche à ce qui se passe au niveau médiatique. Merci d'avoir parcouru plus de 450 km pour nous parvenir ici, spécialement pour cette émission. Galé Yves est le directeur de publication du journal Symphonie. Bonjour Galé. Bonjour Eric, c'est toujours un plaisir de servir les téléspectateurs. Merci de nous avoir honoré également de votre présence. Toute l'équipe mobilisée pour me servir et m'aider
à vous transmettre le message, c'est Foli Kani au cadrage. De l'autre côté, c'est Alexandre Kalim qui assure la mise en orbite du côté du montage. Vous avez le service de Patrick. Alors, s'agit-il d'une simple concession de l'opposition ou plutôt une capitulation de l'opposition? S'il y a un mot plus fort que capitulation, on l'aurait utilisé. C'est clairement une capitulation, d'autant plus que depuis des semaines, depuis des mois, l'opposition mordicus soutenait le retour à la constitution de 1992 dans sa forme originelle et le départ immédiat de Faure Gnassingbé, et toutes les voix qui se sont levées pour dénoncer cette posture, cette revendication irréaliste, pour prouver par A plus B que c'est irréalisable parce que nous sommes après tout dans une démocratie et que le président de la République est démocratiquement élu et que le mandat est en cours. Et donc il n'y a aucune raison de précipiter son départ. Il n'a commis aucun crime, il n'y a pas une situation qui forcément impose le départ de Faure Gnassingbé, si ce n'est un de ces quatre. Tipi Achadam et la marée de Tipi Achadam a surgi pour réclamer ce retour à la constitution de 1992 et le départ immédiat de Faure Gnassingbé. Donc aujourd'hui l'opposition est revenue et à l'issue de ce dialogue, de ce premier temps de dialogue pour capituler, pour dire que le retour à la constitution de 1992 n'est plus d'actualité et que Faure Gnassingbé pourrait poursuivre son mandat jusqu'en 2020 et que c'est seulement en 2020 qu'il ne voudrait plus voir Faure Gnassingbé se représenter. On a l'impression qu'on est dans une république où la minorité, au jour le jour, cherche à imposer son diktat à la majorité, alors qu'en démocratie, on sait que c'est la loi de la majorité. Mais bizarrement, le spectacle auquel nous assistons depuis des mois et des mois, c'est la minorité qui cherche toujours à imposer son diktat, l'orientation que le gouvernement doit suivre. L'orientation politique, l'orientation économique, l'orientation sociale que le gouvernement doit donner à ses actions, c'est le diktat de la minorité qui doit imposer ça. Et on ne peut pas accepter ça dans un État démocratique parce que Faure Gnassingbé, quoi qu'on dise, la constitution qui est à court aujourd'hui, et Faure Gnassingbé, en se maintenant encore au pouvoir, n'a encore violé aucune disposition de cette constitution. Et même si demain il y a des réformes qui arrivent et qui introduisent de nouvelles dispositions, Faure Gnassingbé n'est pas attaquable par ces dispositions parce que la loi ne dispose que pour l'avenir. Donc continuez toujours par insister sur le retour à la constitution de 1992, le départ immédiat de Faure Gnassingbé. Tout le monde sait que c'est utopique. Entre-temps, quand Fanoko Podio, l'évêque, l'archevêque Fanoko Podio, émérite de Lomé, a fait une sortie. Et bon, c'est vrai que dans son cafouillage, il avait demandé qu'on laisse le temps à Faure Gnassingbé de suivre son mandat jusqu'en 2020. On l'avait traité de tous les noms d'oiseaux. Mais aujourd'hui, l'opposition revient à cette ligne-là et demande que Faure Gnassingbé continue sa route jusqu'en 2020. Donc, moi je dis, pour résumer que et avec cette prise d'opposition, l'opposition est en train de s'enfoncer dans le discrédit et de s'enliser dans sa navigation à vue. Et pour dire que depuis, l'opposition s'est toujours montrée non sérieuse dans ses prises d'opposition, dans ses stratégies. Et aujourd'hui, pour tous les citoyens qui veulent vraiment comprendre quelque chose et à la donne politique, l'opposition n'est pas à prendre au sérieux. D'accord. Moussoud, votre avis m'intéresse sur cette question également. Pour vous, à Causa Media, s'agit-il d'une simple concession de l'opposition ou plutôt une capitulation, comme certains l'ont dit? Bon, à notre niveau, des deux, nul ne marche. Je dirais plutôt que il vaut mieux tard que jamais. Et vous savez, en politique, c'est des stratégies. Et je crois que l'opposition aurait tâté le terrain et a compris que c'est vrai, ce sol, il est finalement
glissant. Il ne faudrait pas que nous tirons trop le bouchon vers le haut pour ne plus pouvoir le ramener. Alors, à partir du moment où vous avez compris que le pouvoir lui-même, il en a fait assez de concessions, allant dans le truc de l'apaisement. Eux-mêmes, ils ne s'y attendaient pas à de telles concessions. Voilà. Ils ne s'y attendaient pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, qu'ils ont vu que le pouvoir en a ouvert largement les portes pour qu'au moins le vivre ensemble revienne entre Togolais, ils ne sont qu'obligés de faire semblant. De faire semblant de... Oui, bon, on fait une petite concession, on va essayer de voir. Alors qu'eux-mêmes, ils ont compris que, objectivement, c'est qu'ils ont échoué dans leur stratégie. Puisque à tout moment, vous allez voir, ils sont toujours dans la logique. Sinon, comment comprendre qu'avec ces juristes qu'ils ont autour d'eux et au sein d'eux, mais quelque chose que nous, même au village, nous trouvons irréalisable. C'est-à-dire que prendre une décision aujourd'hui et trouver que cette décision doit recourir à ceux qui avaient commis le crime contre lequel nous voulons prendre telle décision aujourd'hui, que ceux-là, on doit recourir à eux. C'est vraiment un gâchis. Et c'est une bêtise humaine. Une bêtise humaine. Alors, s'il y a bêtise humaine sous cet angle, ça veut dire que vous allez comprendre pourquoi, au jour d'aujourd'hui, ils sont obligés de faire semblant, de dire que bon, c'est à partir de Nana Akufo-Addo, il y a eu des concessions, nous allons essayer de mettre un peu de l'eau dans notre vin. C'est vrai, c'est une stratégie parce que nous sommes à un dialogue. Et dans le dialogue, il faut accepter de perdre une partie de ces exigences et gagner une autre partie de l'autre côté. Et celui d'en face, lui aussi faire la même chose et pouvoir avoir une solution de sortie de crise. Yves, cette préoccupation de l'opposition a visé, rien que fort en 2020, ne risque-t-elle pas d'occulter les vraies questions des réformes tant attendues et souhaitées? Oh oui, bien sûr. Faure Gnassingbé ne devrait pas être la fixation de l'opposition parce que il y a un mode d'alternance dans toute démocratie, ce sont les urnes. Ce n'est pas la personne de Faure Gnassingbé qui constitue l'obstacle majeur pour l'opposition d'accéder à la magistrature suprême, mais c'est le peuple qui est l'obstacle. C'est le peuple qui constitue cet obstacle-là à l'opposition d'accéder à la magistrature suprême. Bon, en ce sens que c'est le peuple qui départage les candidats. Donc, si vous voulez forcément une alternance le plus rapidement possible, utilisez ce peuple-là. Non pas pour marcher. À bon escient. À bon escient. Non pas pour marcher. Non pas pour aller détruire les biens publics. Non pas pour faire du chantage. Mais utiliser ce peuple-là pour aller sanctionner Faure Gnassingbé dans les urnes. Heureusement qu'il y a encore dans la cité des intellectuels éclairés, illuminés, qui prennent leur courage, qui prennent leur courage à deux mains et qui disent la vérité à cette opposition, malgré tous les coups et tous les noms qu'on peut leur attribuer. Et Magloire Kokoui, dans sa dernière sortie, a clairement dit il ne faut pas donner de faux espoirs au peuple. Dire que Faure Gnassingbé doit dégager. Non, mais c'est de faux espoirs qu'on donne au peuple. Le seul combat qui vaille aujourd'hui et qui mérite d'être mené, c'est tout faire pour que les élections se déroulent dans une transparence avérée. Qu'on puisse aller aux urnes et battre Faure Gnassingbé dans les urnes. Parce que, quelle que soit l'orientation qu'on puisse donner aux réformes, quelle que soit l'orientation et des modifications qui vont intervenir dans la loi constitutionnelle, en 2020, Faure Gnassingbé est encore éligible. Et puis, s'il ne l'est pas, il y a une institution de la République qui est habilité à rejeter sa candidature. Il s'agit de la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle. Donc, il ne revient pas à l'opposition d'imposer les règles à suivre, les règles du jeu. Non, il y a des tests à suivre. Dans toute république, la République marche avec les tests. Voilà. Donc, l'opposition ne peut pas se lever un de ces quatre et décréter la non-candidature d'un candidat. Sur quel principe, sur quelle base, personne ne sait. Tout à fait. Et puis, mon Choud, on dirait que lorsqu'on parle d'alternance, c'est
une question d'individu. Qu'est-ce qui prouve que Faure, absent à la présidentielle de 2020, garantit une alternance? Je suis sûr que du parti de Faure à celui des autres. Akadam devait être sur ce plateau qu'il aurait pu vous donner les mobiles qui l'amènent à exiger le départ de Faure avant qu'eux ne viennent au pouvoir. De toutes les façons, il faut comprendre une chose. Faure Gnassingbé est président de la République à partir d'une élection qui a été régulièrement consentie, qui a été régulièrement faite, et tout le monde en a témoigné. Alors, si aujourd'hui l'opposition sort, elle dit que c'est le peuple, je crois qu'il faut faire une petite différence entre les fâchés dans la rue et le peuple. Le peuple, c'est la population consciente qui essaie de chercher son bien-être, qui essaie de militer pour son développement. On ne refuse pas à quelqu'un d'être fâché. Chacun peut être fâché. C'est un état d'âme. Donc cet état d'âme vient à tout moment et à n'importe qui. Alors, si il faut considérer que c'est les fâchés qui constituent le peuple, bon, ils n'ont qu'à essayer de convaincre ces fâchés-là, ou bien de se convaincre. Ou bien faire fâcher tout le monde. Ouais, non, pas faire fâcher tout le monde, mais d'attendre d'aller aux élections. Le problème togolais, c'est quoi? Si objectivement on veut parler démocratie, c'est de faire un effort pour essayer de voir, par exemple, le fichier électoral, essayer de faire des réformes constitutionnelles et institutionnelles afin de pouvoir battre, comme il le souhaite tant, pouvoir battre Faure Gnassingbé aux élections. Si nous prenons l'exemple de Maître Abdoulaye Wade, Maître Abdoulaye Wade qui lui disait qu'il n'avait jamais cru qu'un jour Macky Sall devait le battre. Mais il a tout fait, il est allé aux élections. Le peuple en a décidé. On l'a battu KO. Et il s'est replié. Mais à 100 et quelques ans, il dit non, il veut encore venir, tout simplement parce que, pour ne pas peut-être anticiper, parce que au Sénégal, le petit mot qui aujourd'hui, ou bien la petite phrase qui aujourd'hui bloque le tout au niveau du dialogue, c'est en aucun cas. Nul ne peut en aucun cas. Mais on n'a pas mis ça au Sénégal, mais on a battu Abdoulaye Wade. On n'a pas mis ça pour ceux-là qui tergiversent, qui gesticulent, que bon, Boari dit qu'il va faire. Si on avait mis en aucun cas, Boari ne devait jamais revenir au pouvoir à 114 ans. Voyez, aujourd'hui, si nous mettons ce problème de en aucun cas, on se focalise sur ça. Nous nous focalisons sur ça pour devenir quoi? On devient ridicule. Et je crois que, si vous pouvez permettre l'expression, je crois que c'est juste un ramassis de voyous qui essaient de se... J'ai bien dit, si vous... Non, je n'ai pas insulté quelqu'un. J'ai dit, c'est un ramassis de voyous qui peut peut-être à la rigueur se focaliser sur le vouloir demander ou bien de vouloir imposer un candidat à un autre parti auquel tu n'appartiens pas. D'accord. Oui, maintenant, Yves, on va essayer de résoudre cette équation mathématique, politiquement mathématique. En quoi l'équation départ de Faure Gnassingbé ou absence de Faure Gnassingbé à la présidentielle de 2020 égale automatiquement accession de l'opposition au pouvoir? Oui, c'est vrai que... C'est une équation à une seule inconnue. Hein. Oh oui, bon, et c'est vrai que en imposant le départ de Faure Gnassingbé, en rejetant la candidature de Faure Gnassingbé pour 2020, et l'opposition ignore que même derrière Faure Gnassingbé, il y a tout un système, il y a un parti. L'enracinement de ce parti, c'est-à-dire le poids politique de ce parti aujourd'hui, c'est un adversaire de taille. Autre que Faure Gnassingbé, il y aura forcément un candidat qui conduit ce système-là, qui porte les couleurs et puis toute la force que draine ce parti-là. Il y aura un autre candidat qui le fera. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas encore dans cette hypothèse. Jusqu'à preuve du contraire, Faure Gnassingbé est toujours le numéro 1, est toujours peut-être encore candidat en 2020. Il ne nous revient pas de déclarer Faure Gnassingbé candidat, mais
c'est fort probable que Faure Gnassingbé soit encore candidat parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui puisse l'empêcher. Vous voyez un peu. Bon, donc, je ne sais pas, c'est pas l'alternance, je l'ai déjà dit, l'obstacle aujourd'hui, ce n'est pas Faure Gnassingbé, c'est plutôt le peuple qui se dresse sur le chemin de l'opposition parce que le peuple trouve, quand le peuple rentre dans les urnes, il trouve que, mais de toute façon, cette opposition n'a rien à me vendre. Oui, parce que après tout, vous savez, et après tous les bruits que les gens font dans la rue et sur les réseaux sociaux, quand les gens rentrent dans l'isoloir, ils se posent les bonnes questions. Et c'est dans l'isoloir que les gens ont les bonnes réponses. Donc, en fin de compte, vous avez une opposition qui ne vous propose rien depuis près de 10 ans. Près de 10 ans, qu'est-ce que l'opposition a proposé concrètement à l'opinion nationale pour la convaincre de ses capacités à apporter un meilleur être quand elle sera au pouvoir? Rien du tout. C'est toujours la rengaine sempiternelle. 50 ans, c'est trop. 50 ans, ça suffit. Mais rien de concret n'est proposé jusqu'alors. Donc aujourd'hui, moi je dis, Faure Gnassingbé, ce n'est pas le véritable obstacle à l'alternance. Le véritable obstacle à l'alternance, ce sont les urnes. Et depuis, vous allez voir que l'opposition fait tout et tout pour ne pas passer par une alternance par les urnes. C'est-à-dire, on veut décréter l'alternance sur papier pour obtenir le départ immédiat de Faure Gnassingbé. Et ce n'est pas normal dans une démocratie. Et vous savez très bien qu'à cette cause, la communauté internationale elle-même n'est pas prête à s'allier. Vous comprenez un peu, parce que ce n'est pas normal. C'est le respect des tests, le respect des règles dans toute démocratie. D'accord. Voilà, pendant que la coalition des 14 partis, nous pensons là à un autre sujet, aussi politique, pendant que la coalition des 14 partis de l'opposition s'évertue à chasser Faure Gnassingbé du pouvoir, président donc du parti Unir du pouvoir, ce sont les lieutenants de ce parti qui poursuivent allègrement et sereinement le reboisement du terrain du dit parti sur tous les terrains du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre où le vice-président Atia Deji était en tournée tout au long de la semaine. Il s'est fait accompagner de la presse, dont voici les échos. Afouatia Deji, vice-président uni de la région centrale, était à la rencontre des comités de base et des populations de la dite région. C'est l'information phare partagée par Dunia Le Monde avec ses lecteurs. Atia Deji était au contact des structures de base de la région Ranchérie, le Messager. Cette tournée de vice-président Unir dans la centrale avait pour objectif d'échanger avec les comités de base du parti uni dans les 5 préfectures de la région sur les idéaux du parti. La délégation de Afo Deji a exhorté les nouveaux membres des structures de base à cultiver l'humilité, la loyauté et la discipline qui sont des valeurs cardinales du parti présidentiel, en les invitant également à travailler à fond sur le terrain afin de permettre au parti de rafler des victoires plus éclatantes, comme on peut le lire dans le Libéral. Appelé où l'évêque de la nation a assisté à l'installation des démembrements du même parti, 2020, c'est maintenant ou jamais. Dans la région centrale, ajoute le même journal, dans une autre parution, c'est Atia Deji qui remobilise et ratisse large pour unir. Afo Atia Deji aurait rencontré les populations de Tchamba et de Tchaoudjo, comme le précisait Forum de la semaine mardi. Idem dans Nouvelle Opinion, selon qui, s'il est vrai que dans les états-majors des partis, chacun essaie d'aller au contact de ses militants, il n'en demeure pas moins vrai que le parti uni ne se laisse pas distraire et procède purement et simplement à la mise en place de ces structures de base dans toutes les localités. L'audience était également dans le Kwélé où la militante Tchégan
a procédé à l'installation officielle des structures locales unies dans cette préfecture. Le message de paix et de mobilisation du président de parti et de toutes ces instances a été passé pour plus de synergie d'action devant aboutir à un développement inclusif et participatif. Blita, Sotoboua, Tchaoudjo, Tchamba, Djarpanga et plein de mots. Voilà les localités qui ont reçu la visite de Afo Deji, comme le précise la dépêche. Et partout où il s'est rendu, Deji Acha a prôné la paix, le pardon et le vivre ensemble, tout en invitant les uns et les autres à travailler dur pour le parti unir afin de lui garantir des victoires écrasantes aux prochaines consultations électorales. Voilà, on revient pour retrouver les deux invités ici présents. Alors, chers confrères, et comment expliquez-vous ces actions de unir au moment où certains semblent ne plus vendre cher la peau de son président Faure Gnassingbé? Je commence par notre invité qui nous vient de Kara. Oui, je devais revenir tantôt sur cette histoire de la non-candidature de Faure Gnassingbé. Vous voyez, le parti UNIR, les gens vont commencer encore, ils vont comprendre encore que c'est vraiment un grand parti qui a des stratégies. C'est vraiment une machine électorale. Vous allez voir, au jour d'aujourd'hui, c'est tout comme s'il n'avait pas certains éléments au niveau du dialogue. Mais vous voyez d'autres en pleine chose au niveau de sur le terrain pour le reboisement, pour traiter avec la base. Or c'est justement cette base là qui donne sa voix à qui elle veut. Maintenant vous êtes là, ils sont bon, peut-être que quand vous allez approcher les gens de l'opposition, ils vous diront que comme on a dit que le processus électoral est suspendu, donc il ne faut même pas faire de il ne faut pas aller vers la base, alors que c'est justement ce que attend la base. Parce qu'il faut, pour un meilleur fonctionnement d'un parti, il faut toujours passer par la base. Et aujourd'hui, au niveau de UNIR, au niveau de la région de la Kara, je ne suis pas allé dans les autres régions, mais j'en ai suivi les échos au niveau des radios. Au niveau de la région, on a pris presque toute la semaine passée pour l'installation des structures de base. Normalement, il y a communal, préfectoral et puis cantonal. Voilà, on a tout mis en exergue et tout le monde s'est senti maintenant invité à apporter sa pierre à la construction ou au développement de ce pays. Et c'était dans une ambiance totale, une ambiance de fête. Hein? C'était une ambiance de fête. C'est à partir de ce moment, ça dit qu'ils ont commencé déjà avant. C'est comme chez nous, bon, pour ne pas dire que c'est bon, c'est exactement ça. Oui, le mot est mais voilà, c'est exactement ça. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc c'est ce que UNIR est en train de faire pendant que les autres sont en train de dormir sur leur laurier, attendant que un coup fort ou bien vienne chasser fort du pouvoir. Yves, comment expliquez-vous à Symphonie ces actions de UNIR au moment où certains semblent ne plus vendre cher la peau de son président Faure Gnassingbé? Non, il faut dire que UNIR n'est en rien ébranlé par les soubresauts de ces derniers temps. UNIR a toujours la tête sur les épaules et continue tout bonnement son chemin, faire encore une victoire éclatante lors des échéances à venir. Et ils sont en plein dans les préparatifs. Vous avez vu la descente sur le terrain des cadres UNIR dans les différentes préfectures du Togo. Il faut dire que UNIR réfléchit encore par sa tête et en toute lucidité, alors que l'opposition continue par réfléchir par son cœur, dans la passion. Et donc, quand vous êtes dans la passion, vous n'avez plus le temps de voir plus clair pour réfléchir en toute lucidité. On fait tout par
par émotion, alors que les autres... Passion, par émotion. Pas la passion du Christ quand même. Puisque nous sommes au jour... Les autres ont la tête posée sur les épaules et réfléchissent à ce qu'il faut faire pour sauver l'avenir. Et alors qu'aujourd'hui, l'opposition est toujours dans le présent et lutte pour gagner les victoires d'aujourd'hui, alors que la victoire qui vaille, c'est la victoire de demain et il faut la préparer. Ouais, et quand le Togo compte 9000 bureaux de vote et que vous n'êtes pas capable de couvrir 3000 bureaux de vote, d'avoir des représentants valables dans 3000 bureaux de vote et que les échéances sont à quelques mois, vous ne prenez pas le temps d'y réfléchir. Vous êtes toujours dans la rue, vous êtes toujours là à revendiquer le départ immédiat de votre adversaire et que l'adversaire de son côté travaille au jour le jour pour maintenir son hégémonie sur l'échiquier politique. Ça doit vous dire quelque chose. Ça doit vous dire normalement quelque chose. Vous imaginez. Le schéma que je suis en train de donner, il faut bien comprendre ce schéma. Vous avez 9000 bureaux de vote par exemple. Et l'opposition, dans toute sa division, quand il s'agit de candidature pour les élections, dans toute sa division, aucun parti politique de l'opposition n'est capable de couvrir les 9000 bureaux de vote avec des représentants valables. Vous vous rappelez, en 2015, quand moi je faisais partie d'une délégation de la CEDEAO, on faisait le tour de la région maritime, on est arrivé dans certains bureaux de vote, on a retrouvé des représentants de l'ANC presque mineurs, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas capables oui, c'est parfois des élèves qui n'ont c'est-à-dire aucune poigne, qui n'ont pas de capacité à voir plus clair dans ce qui se passe et qu'à midi par exemple c'est le parti au pouvoir même qui se charge de nourrir tout le monde dans le bureau. Donc quand il y a des situations comme ça qui se présentent, auxquelles vous êtes confrontés au cours de toutes les élections et que vous n'êtes pas capable de vous mettre à table et de réfléchir plutôt à ça pour pouvoir contrer l'adversaire au moment venu, et que vous êtes là toujours à crier à n'importe quoi, mais vous comprenez que quand le grand moment va arriver, mais ce qui s'est toujours passé et vous criez au scandale, aux fraudes, va continuer par arriver perpétuellement. Donc, non, je crois qu'aujourd'hui, l'opposition est en train de perdre encore du temps et UNIR est en train de gagner du temps au jour le jour. La dernière session de la législature actuelle va s'ouvrir le 3 avril. Et en juillet prochain, le mandat des députés doit s'achever. Ce qui veut dire que déjà en juillet, jusqu'en fin juillet normalement, doivent être organisées les élections législatives. Et si on prend un peu plus de retard, 1 ou 2 mois après, parce qu'il faut, dans la situation actuelle, il faut éviter aussi que certaines institutions de la République arrêtent leur fonctionnement des mois et des mois. Et ce serait très grave. Donc, je ne crois pas que le gouvernement va vouloir s'inscrire dans ce schéma. Donc, au plus 1-2 mois, il y aura des élections. Ah, mais UNIR est sur le terrain déjà. Et depuis des mois, UNIR travaille. Vous avez vu comment ça a commencé. UNIR a organisé son congrès, le grand congrès du parti. Après, il y a le congrès des dames, le mouvement des jeunes, mouvement des femmes, mouvement des sages. Et au jour le jour, tous ces mouvements-là travaillent dans les coulisses. Vous voyez. Et aujourd'hui, en termes d'organisation concrète, sur l'échiquier politique de l'opposition, on ne voit rien autre que toutes les déclarations qui sortent ici et là à l'issue d'une concertation au cours du dialogue, et sorties sur les médias, les déclarations tapageuses, autres. On ne voit rien en termes d'organisation. Et quand le moment va arriver, de toute façon, les élections, elles se tiendront.
D'accord, ça, votre analyse m'intéresse également, mon choud, mais je voudrais vous poser plutôt cette question, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter à ce que Yves a dit, au-delà de simples réformes au sein du parti UNIR, quel message ce parti est en train d'adresser à l'opposition en sourdine, à l'opposition nationale, et à l'opinion, plutôt, à l'opinion nationale et internationale. Oui, au jour d'aujourd'hui, UNIR est en train de mettre en exergue cette sagesse africaine qui dit que ce n'est pas le jour de la chasse qu'il faut dresser les chiens. UNIR est déjà sur le terrain, il est en train de préparer le terrain pour des victoires éclatantes. Et nul n'est, c'est-à-dire je ne vois pas ce qui peut par exemple bloquer l'élan de ce parti. Parce qu'à voir ce qui se passe à l'intérieur, je me demande si il n'y a pas et ce déséquilibre-là ne doit pas encore être source peut-être d'un nouveau dialogue. Parce que vraiment, c'est trop parti. C'est trop parti. Hein? Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose. Bon, je ne sais pas quelle est la lecture objective que l'opposition est en train de faire du pouvoir, du cœur du pouvoir dans une république. Mais nous savons tous que dans un régime comme le nôtre, un régime semi-présidentiel, le cœur du pouvoir même se trouve à l'Assemblée nationale. Vous imaginez, quand si par exemple l'opposition était majoritaire à l'Assemblée nationale, on ne serait pas dans toutes ces situations. Manipuler les choses comme oui, bien sûr, non. Toiletter, donc, moi, je crois que en ce moment, si l'opposition était vraiment visionnaire et objective, elle devait plutôt travailler sur le terrain pour les législatives, parce que si jamais l'opposition arrivait à arracher la majorité parlementaire, mais les jeux sont faits, les jeux sont faits, c'est-à-dire qu'ils feront ce qu'ils veulent du pouvoir à l'Assemblée nationale. Mais cette réflexion, je ne sais pas si elle est partagée par l'opposition, elle est là à vadrouiller dans la rue. D'accord. Vous étiez en train de vous prononcer sur c'est la leçon ou le message que le pouvoir à travers cette mobilisation, ce reboisement de son terrain. C'est exactement dans le même sens, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le pouvoir est en parfaite symbiose avec les populations. Et je ne vois pas celui-là qui pourra demain venir à la veille d'une élection, venir demander aux gens que, soutenez-moi pour que demain je puisse faire ci ou ça. Mais vous allez voir, depuis là même qu'ils sont en train de tourner, les gens sont en train de sillonner, de battre le pavé dans les rues de Lomé et autres. Faure Gnassingbé est en train de se promener de campagne en campagne pour l'inauguration de beaucoup, c'est-à-dire que des œuvres, juste ce qu'il faut pour ce que la population, c'est-à-dire que le minimum dont a besoin la population, et il est en train de le faire. Je ne vois pas ce qui demain peut mettre en porte-à-faux ce qu'il est en train de poser comme acte. Vous vous dites, non, attendez, quand on va venir, nous allons faire ici. Mais celui-là, lui, il le fait. Mais comment tu vas faire maintenant pour un tien vaut mieux que deux tueras, dit-on souvent. On va progresser, le temps est contre nous, mais je crois que nous allons tenir. Une affaire de désignation du chef-lieu de la commune de Zio a fait couler beaucoup d'encre et de salive cette semaine. La polémique a fait le tour de la presse. Donc voici les analyses. Suivez très attentivement et vous tirez votre conclusion. Quelles que soient les gesticulations, Michintove sera rétabli dans ses droits. Tôt ou tard, déclaration d'un missiontovien relayé par le journal The Guardian qui parle d'injustice à visage ouvert. De son côté, la Nouvelle Tribune évoque les raisons du choix de Corvier pour abriter le chef-lieu de la commune de Zio 2. Entre autres raisons, le journal fait état de la viabilité de Corvier sur le plan économique. À cela s'ajouterait l'aspect démographique, comme le précise le journal. Corvier Vegens Michintove, les raisons vraies de l'attribution d'un chef-lieu, lit-on dans Togo Niba, selon qui le choix de Corvier pour abriter le chef-lieu de la commune de Zio 2 est une décision politique.
abondant dans le même sens que la Nouvelle Tribune, flambeau des démocrates, trouve que Covier l'a emporté au vu des critères démographiques et économiques. Trouvant lui aussi raisonnable le choix de Covier comme chef-lieu de la commune de Zio2, le libéral pense que c'est une polémique inutile des cadres de Mishintovi. Idem dans Ouattara les vainqueurs qui trouve que ce sont des gesticulations inutiles de Mishintovi. Covier, chef-lieu de la commune Zio2. Les cadres de Mishintovi montent au créneau dans l'ignorance totale de certains critères. Renchérir nouvelle opinion. Selon la symphonie, il s'agit tout simplement de l'agitation d'un mauvais perdant sur fond de déformation de l'histoire et des affabulations grotesques. Selon la dépêche, enfin, le choix de Covier comme chef-lieu de la commune de Zio2 est un choix motivé par des critères judicieux. Voilà. D'où vient cette affaire de commune de chef-lieu de commune de Covier, alors que cela remonte déjà à des mois que le gouvernement... En novembre 2017. En novembre 2017, que le gouvernement par décret a décrété, permettait le pléonasme, cette commune ou ce canton chef-lieu de la commune de Zio2. Et c'est des mois après que les gens surgissent et trouvent que le gouvernement s'est trompé. Oh oui, bien sûr. Et on n'a pas compris qu'est-ce qui a provoqué ce revirement de situation. Et depuis novembre 2017, ce décret présidentiel a été pris, érigeant Covier en commune, en chef-lieu de la commune Zio2. Et nous, à la symphonie, nous étions attirés par le bruit des cadres de Mission Tové qui ont fait une sortie, et qui ont mobilisé la population pour une marche à travers les rues de Tové. Ils sont allés transmettre un mémorandum au chef canton de Tové pour demander à Faure Gnassingbé de revenir sur son décret présidentiel et diriger Mission Tové en chef-lieu de commune, en lieu et place de Covier. Alors, nous étions partis faire une investigation sur le sujet pour voir est-ce que réellement Covier mérite ce statut-là et est-ce que c'est une injustice par rapport à Mission Tové. Donc, de nos résultats, nous pouvons établir aujourd'hui, et il y a plusieurs journaux qui ont attesté que ce bruit des cadres de Mission Tové, c'est carrément une agitation, c'est une polémique inutile qui est en train d'être allumée, et parce que le gouvernement n'est pas arrivé à ériger Covier en chef-lieu sur un coup de tête. C'est un travail de longue haleine fait par un comité, le comité technique de la décentralisation, qui a proposé au gouvernement une feuille de route de la décentralisation. Et entre-temps, vous vous rappelez, à l'Assemblée nationale, il y a eu un décret portant... portant la création des communes, et c'est à l'issue de la création de ces communes que les chefs-lieux ont été dégagés. Donc, ce comité technique-là a travaillé sur certains critères, et les critères historiques, économiques et puis démographiques. Et nous n'allons pas nous perdre du temps sur les critères historiques, parce que l'histoire du monde aujourd'hui, elle s'écrit au jour le jour. C'est-à-dire, Mission Tové trouve que hier, elle était la locomotive de la zone, et que elle a administré Covier durant 62 ans, et c'est chez elle que pour la première fois l'église évangélique a été installée. Ça fait plus de 100 ans, et donc logiquement c'est Mission Tové qui doit... Mais ce critère-là, ça n'a pas de sens, parce que... souvent que le temps consomme l'histoire et le pain à sa nouvelle guise. Oh oui, l'évolution, l'histoire aujourd'hui s'écrit avec l'évolution des nations. C'est pas parce que hier vous étiez ceci qu'aujourd'hui forcément il y a certains droits qui doivent être acquis pour vous. C'est-à-dire les droits, pour les acquérir, c'est au jour le jour qu'on travaille. Hier,
et la Chine n'était pas la première puissance économique. Aujourd'hui, par rapport aux grandes puissances, c'est la Chine qui est la première puissance économique. C'est à l'issue d'un travail de longue haleine. Donc, nous avons constaté que Covier travaille au jour le jour pour acquérir, pour se lancer sur le train du développement. Et c'est aujourd'hui ce qui lui a valu l'acquisition de ce droit d'être érigé en chef-lieu. Et bon, maintenant, si vous prenez les critères économiques, par exemple, Covier tient le haut du pavé parce que c'est l'économie la plus prospère de la zone. Il y a plusieurs pôles économiques qui rendent cette économie plus prospère. Quand vous prenez par exemple la riziculture, Covier seul dispose de plus de 600 hectares. Et les zones rizicoles, c'est une grande partie de ces 600 hectares-là qui est exploitée aujourd'hui. Et la contribution de Covier pour le produit intérieur brut, juste par rapport aux produits dérivés de cette riziculture-là, c'est à plus d'1,5 milliard par an. Vous imaginez, au moment où, à côté, Mission Tové dispose d'un espace de moins de 100 hectares. Et sur les 100 hectares-là, à peine 75 sont exploitables et exploités. Vous imaginez un peu, c'est-à-dire la différence. Quand vous prenez le site de pèlerinage de Covier, qui draine aujourd'hui plus de 1000 personnes par semaine. Et dans les 2 week-ends de décembre, les 2 derniers week-ends de décembre, vous avez plus de 200 000 personnes à Covier. Vous prenez le Covier qui dispose d'un grand marché qui s'anime 2 fois par jour, vous voyez, 2 fois par semaine. À côté, vous avez un petit marché de Tové qui s'anime à peine 1 fois par semaine. Et vous traversez aujourd'hui même le Tové. Et vous arrivez à Covier, vous trouvez carrément que vous êtes carrément dans une autre ville. C'est-à-dire que Tové, c'est un village, excusez-moi de le dire, presque en ruine aujourd'hui. Vous traversez Tové, vous arrivez à Covier en même temps. C'est-à-dire la différence, elle est claire et nette. À Tové, disons que la première puissance économique même de Covier, je veux parler de Covier, c'est le dynamisme de ces populations. Et ces populations sont très entreprenantes. Ouais, il y a un peu partout à Covier des bassins de pisciculture. Des bassins où vous pouvez, il y a des centres de pisciculture même où on fait des fécondations de poissons. Vous imaginez, et on est allé sur le terrain, on en a rencontré plusieurs bassins, au moins une dizaine. Vous prenez par exemple les critères démographiques. Si vous prenez la superficie, Covier a plus de 112 km au carré, au moment où Tové affiche 59 km au carré. Vous prenez la population, Covier est à plus de 12 000. 12 497 d'après le dernier recensement général de la population et de l'habitat. Et au moment où Tové affiche 9 040 habitants, vous prenez les villages. Covier, c'est 21 villages, quand bien même on a amputé 4 villages du canton de Covier qu'on a rattaché au canton de Badia. C'est 21 villages, alors que Mission Tové affiche 12 villages. Vous voyez un peu. Donc un peu partout, sur tous ces critères-là, c'est Covier. Bon, maintenant, ce qu'il faut dénoncer... On va limiter les oui, ce qu'il faut, ce qu'il faut dénoncer, et ça c'est très important, c'est que les cadres de Tové, pour créer un esprit de révolte au sein des populations, on fait croire à ces populations que cette désignation, elle a une connotation politique, parce que les cadres de Covier sont allés dire au gouvernement que eux, ils ne votent pas unir lors des élections, et que c'est ADJ qui est à la base de cette manipulation, et que ADJ a tout fait pour arracher. Mais on est allé au fond pour découvrir que c'est de l'acharnement pour rien, parce que le gouvernement s'est basé exclusivement sur des critères objectifs. À lire suffisamment dans votre journal, à la page 3, aux pages 2 et 3. Vous avez fait un bon exposé là-dessus. C'est un grand dossier. Un grand dossier là-dessus, tout comme les autres journaux qui l'ont reconnu. Monsieur de Boukhari, je ne vais vous poser aucune question par rapport à ça. Vous venez de très loin de Tové et de Covier. Je ne pense pas que vous ayez des éléments qui puissent être plus convaincants que ce que notre
confrère nous a servi, et raison de plus, le temps qui nous est imparti étant parti, nous allons juste vous faire cette annonce. Le Front social est en ébullition depuis quelque temps. Et plus les jours passent, plus le phénomène prend d'ampleur, surtout du côté du secteur de la santé, où il paraît, selon certaines publications, que les femmes enceintes ont mis leur ventre à contribution. Alors que du côté du secteur de l'éducation, il y a lieu d'espérer des lendemains meilleurs. On ne va pas suivre l'élément, mais vous allez juste vous prononcer en quelques secondes chacun sur cette situation sociale depuis que... Cette situation, vraiment, je trouve que c'est très, très, très déplorable. Des gens qui ont prêté serment, qui acceptent pour des raisons des raisons par affinité. Hein? Vous me permettez ça, des raisons, ça dit que qu'on arrive jusqu'à présent pas à cerner. Ils trouvent mieux d'abandonner les gens à leur propre maladie et de leur laisser à la merci de la mort. C'est dommage. C'est seulement qu'au Togo que nous pouvons trouver de telles choses. Voilà, Yves, 15 secondes. Hein. Non, moi je crois que le problème est très préoccupant parce que c'est normal que ces fonctionnaires puissent chercher à améliorer leurs conditions de vie et de travail, c'est normal. Mais je crois que la méthodologie utilisée, elle est à revoir. Hein? La méthodologie, elle est assassine parce que quand vous prenez les mouvements de grève là, ils sont passés à une vitesse supérieure, ils appellent cela grève sèche. Et vous voyez, on prend en otage même les morts et les cadavres dans les morgues, vous ne pouvez pas aller retirer vos cadavres. C'est-à-dire que le service minimum même n'est pas servi à la population. Je crois que c'est une méthodologie, une méthode assassine et il faut revoir ça. D'accord. Heureusement, du côté de l'enseignement, on n'en a pas parlé, mais des lueurs d'espoir s'annoncent avec le rapport final remis au gouvernement la semaine, au courant de cette semaine. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre messe. Elle est allée à 100 à l'heure. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de résurrection à tous les chrétiens. Un homme heureux heureux sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés par le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Encore une fois, bonne fête à toutes et à tous. Au revoir.